Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. En 1945, passé l'euphorie de la libération, les troupes américaines présentes en Europe ne sont pas reparties outre-Atlantique. Loin de là. Outre l'Allemagne, occupée militairement par les 4 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont conservé de nombreuses bases militaires partout en Europe de l'Ouest. Car une fois le nazisme abattu, il s'agissait de se prémunir d'un nouveau danger, le bloc communiste dont les armées s'étaient avancées jusqu'en Hongrie, en Tchécoslovaquie ou en Allemagne de l'Est, et au moins jusqu'en 1955, on l'oublie, en Autriche. Pendant une vingtaine d'années, la France a donc vécu à l'heure américaine, surtout près des grands camps occupés par les GIs. Et cette cohabitation plus ou moins forcée n'était pas du goût du général de Gaulle qui, en 1966, a décidé de remettre en cause la présence militaire américaine sur le sol français. Cédric Delaunay, professeur agrégé d'histoire, va nous aider à comprendre ce coup de théâtre qui a marqué de nombreuses régions françaises, à commencer par la Moselle. Bonjour Cédric Delaunay. Bonjour Éric Labaille. Des Américains en France, on a bien vu avec le soldat Ryan qu'ils avaient débarqué en Normandie, qu'ensuite ils avaient participé à la libération de la France, qu'ils étaient après allés se battre en Allemagne, dans les Ardennes, etc. Mais la guerre est finie. Que font les Américains en France après la guerre ? Dès 1945 et peut-être même avant, j'allais dire que l'ennemi n'est plus l'Allemagne. L'ennemi désigné, c'est l'URSS. Et donc cela suppose la présence permanente de l'armée américaine dans un certain nombre de territoires périphériques à l'URSS, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, et bien sûr en Europe. Alors c'est dans ce cadre-là qu'est signé le traité de Washington en 1949, qui donne naissance à l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Qui scelle effectivement l'idée d'une alliance sous protection américaine, qui dispose seule à cette époque-là de l'arme atomique, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler, et qui donc peut protéger à la fois d'un point de vue conventionnel, voire nucléaire, l'Europe occidentale contre une éventuelle invasion soviétique. Et c'est dans ce contexte-là que naît ce qu'on appelle la pactomanie, c'est-à-dire une stratégie d'endiguement à l'échelle mondiale de l'URSS qui, d'un point de vue électoral, d'un point de vue légal ou d'un point de vue révolutionnaire, fait des avancées après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans ce contexte qu'après la création de l'OTAN en 1949, en janvier 1950, la France signe un accord avec les États-Unis. Donc c'est un traité d'aide de défense mutuelle qui est signé le 27 janvier. Le 6 novembre, l'accord Parody-Bruce prévoit une ligne de communication pour l'US Army qui permet l'acheminement des hommes, du matériel, des ports de la façade atlantique jusqu'à la RFA. Et bien sûr, si vous faites une ligne entre les grands ports de l'Atlantique et la RFA, vous passez par la Moselle, Verdun, Toul, Nancy ou Metz. Et donc cette présence militaire américaine en France, plus largement en Europe de l'Ouest, mais surtout en France et surtout en Moselle, de quoi se compose-t-elle ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un élément qu'on oublie souvent, parce qu'on va y revenir après, hein, on a l'image de ces grandes bases militaires, mais il ne faut pas oublier qu'une base militaire, des hommes, du matériel, ce n'est rien, ce sont de la logistique. Il faut pouvoir les approvisionner, que ce soit en nourriture, en armes, en carburant ou en pièces détachées. C'est ainsi qu'est mise en place la Line of Communication, ou encore la Communication Zone, ou COMZ, qui permet d'assurer le soutien logistique de la 7e armée américaine. Et donc, on voit là qu'il y a toute une organisation qui se met en place et qui permet d'irriguer tout le réseau de bases d'Europe de l'Ouest. Et donc, la France, là, joue un rôle crucial
dans cet approvisionnement en matériel. Et dans le nerf de la guerre moderne, il y a bien entendu le pétrole. Alors le pétrole, effectivement, hein, toutes les armes dépendent du pétrole. Vous pouvez avoir autant d'avions, de tanks que vous voulez. Si vous n'avez pas de pétrole, eh ben, c'est cloué au sol et ça ne bouge pas. Et donc là, sont mises en place des pipelines, notamment celui appelé Donge-Metz, long de 700 km, qui part de Donge et qui permet d'approvisionner l'Est de la France avec 5 grands dépôts pétroliers, dont un qui se situe en Meurthe-et-Moselle, celui de Saint-Baussan. Donc avec une très grosse capacité de stockage, hein, plus d'1 million de mètres cubes de pétrole, ce qui est largement suffisant pour approvisionner les troupes américaines. Et dans le secteur de la Moselle, une petite anecdote, qui est assez un clin d'œil de l'histoire, les Américains réutilisent d'anciennes implantations de la ligne Maginot. Et donc elle aura finalement servi à quelque chose. Donc, donc ça a permis donc voilà, ça n'aura pas servi qu'à voir passer les Allemands devant. Et donc il y a ce réaménagement de cette... Non, c'est une plaisanterie. Mauvaise plaisanterie. On pourra en discuter. Voilà, ça sera un autre sujet, Voilà, exactement. sur la ligne Maginot. Mais là, effectivement, on réutilise ces solides implantations militaires qui étaient de très bonne qualité et qui permettent effectivement de loger les Américains. Vous avez évoqué la logistique, vous avez évoqué le pétrole, hein, cette or noir, mais la présence militaire américaine en France va bien au-delà de la logistique et du pétrole. Oui, parce qu'il faut faire face militairement à une menace concrète. Alors pour les jeunes générations, ça peut paraître un peu surréaliste, mais moi on me disait toujours quand j'étais petit que, attention, les chars soviétiques étaient à 350 km de Strasbourg, ce qui était une réalité physique. La puissance terrestre du pacte de Varsovie, c'est-à-dire de l'URSS et de ses alliés, est écrasante. C'est-à-dire que fantassins, chars, comment faire pour endiguer une éventuelle invasion du pacte de Varsovie? Eh bien, la meilleure façon de faire face, c'est d'avoir une armée de l'air. Donc, il faut dominer les airs, parce qu'on sait qu'au sol, ça sera compliqué si ça devait se produire. Et donc, sont privilégiées l'installation de bases aériennes. Et donc, l'Est de la France, là, va jouer un rôle majeur. On a 4 bases de l'US Air Force, à savoir Chambly-Bussière, Étain-Rouvre, Toul, Rosières et Phalsbourg-Bourscheid, et 2 bases de la Royal Canadian Air Force à Marville et Gros-Tanquin, qui sont diffusées dans toute région et qui permettent effectivement de faire face à une éventuelle attaque venue de l'Est et d'endiguer par les airs, avec une domination des airs, de pouvoir bloquer une attaque terrestre. On imagine qu'avec un tel déploiement de force, la présence militaire américaine a des répercussions sur la vie locale, l'économie locale, la culture locale. Alors il y a plusieurs échelles. La première échelle, c'est d'abord que la plupart des installations sont construites de pures pièces. Donc il faut les construire. Donc là, il y a un gros travail pour le BTP, énormes travaux d'aménagement. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'intendance américaine. Il y a beaucoup de locaux qui vont aller travailler pour les Américains, parce que les Américains emmènent des soldats, ils emmènent un petit peu de logistique, d'infrastructure, mais ils ont besoin de main-d'œuvre locale. Donc il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans les camps américains. Et la dernière chose, c'est que les soldats américains qui sont stationnés en France et plus généralement en Europe disposent d'un pouvoir d'achat absolument colossal. Ils sont payés en dollars américains, ils sont riches, et donc ils dépensent énormément. Alors, petite anecdote personnelle, alors qui n'est pas liée à la Moselle, mais qui est liée à mon Berry natal. Mon grand-père était bijoutier et ma mère demandait toujours à mon grand-père, mais elle est où maman? Eh bien, elle est partie chez les Ricains. Elle est partie chez les Ricains, pourquoi? Parce que les Américains achetaient beaucoup de bijoux. Ils achetaient des bijoux, des montres, et donc tout ça stimule l'économie locale qui prospère autour de ces bases américaines. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Mais alors, avec une telle manne qui s'abat sur les régions françaises qui accueillent des troupes américaines, on pourrait considérer que les Français sont ravis d'accueillir ces soldats au pouvoir d'achat exceptionnel. Pourquoi US Go Home?
Alors oui et non. Oui et non. La première chose, c'est que, bien sûr, les Français sont reconnaissants de l'aide indispensable qui est bien sûr au souvenir du débarquement du 6 juin 44. Bien sûr, c'est quelque chose. Sauf qu'il ne faut pas oublier le contexte politique. À l'époque, lorsque l'on posait la question aux Français, à qui doit-on la libération de la France? La réponse était la résistance à de Gaulle. Donc là, on a le mythe résistentialiste avec la survalorisation du rôle de la résistance, et surtout l'URSS, ce qui est une réalité physique. Je veux dire, les 127 divisions soviétiques qui foncent à l'Est, bien sûr, ont absorbé la plupart du choc, il suffit de voir les bilans humains, et ont permis ensuite aux Américains de libérer l'Ouest. Et donc, il y a toute une partie de l'opinion publique communiste. À l'époque, le Parti communiste est le premier parti de France. Il regroupe un quart de l'électorat. Et donc, vous avez, par adhésion communiste, un rejet des Américains. Deuxième chose, la France a toujours une espèce de fierté d'être incarnée par le général de Gaulle, d'être un grand pays. Or, le fait de dépendre pour sa défense d'une puissance extérieure, d'une puissance qui est hégémonique d'un point de vue militaire, mais aussi culturel à l'époque. La culture américaine s'impose à tous. Elle incarne la modernité, la jeunesse, le dynamisme, le gin, le chewing-gum, le Coca-Cola, etc. Et tout ça, beaucoup de Français le vivent mal. Un sentiment de déclin, de diminution de leur autorité et de leur prestige. Et donc, parmi les gens plus conservateurs, qui ne sont pas du tout communistes ou de sensibilité communiste, il y a une méfiance vis-à-vis de ces Américains. Et puis, ces Américains, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont des jolis uniformes, ils ont beaucoup d'argent, et ils peuvent séduire des Françaises. Et donc, il faut là descendre dans des choses très prosaïques, hein. Les mâles français voient d'un mauvais œil ces soldats américains. Et c'est un élément fauteur de trouble, puisqu'on a beaucoup de bagarres, d'échauffourées entre des locaux et des Américains. Voilà, c'est Partout en France, d'ailleurs. partout en France, c'est un truc assez classique où, évidemment, là, on voit les querelles, le charivari, et ça va pas bien. Enfin, voilà, il y a des tensions évidentes. Et c'est dans ce contexte que le général de Gaulle, qui a été rappelé aux affaires en 1958, prononce en 1959 un discours resté célèbre dans lequel il proclame qu'il faut que la défense de la France soit française. Alors c'est une proclamation qui se conçoit tout à fait, puisqu'on est à l'époque où la France est en train de remettre sur pied un outil militaire avec l'adoption de nouveaux matériels. Je pense au Mirage 3, je pense au char AMX-13, je pense à tout un tas de matériel moderne de conception et de fabrication française. Je pense aussi au travail sur la bombe atomique qui arrivera bientôt. Et donc, le général de Gaulle a une vision complètement différente de la présence des Américains en France. Oui, c'est-à-dire que souvent on a associé purement à De Gaulle cette volonté de s'éloigner de la présence américaine en France. En fait, dès la 4e République, on voit qu'un certain nombre de forces politiques, pas seulement les communistes, hein, un certain nombre de forces politiques veulent reconstruire une indépendance militaire, mais pour cela, il faut avoir les moyens et financiers. Alors là, il y a la reconstruction progressive du pays qui se met en place. Mais il faut avoir les moyens techniques et militaires. Et surtout, la maîtrise de l'arme atomique, ce qui est de fait acquis en 1960. Et là, à partir de là, on a la possibilité, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on a la possibilité de le faire. Et donc, le général de Gaulle va incarner cette volonté de sortir du commandement intégré de l'OTAN, qui va se manifester par un progressif désengagement. Alors, ce progressif désengagement, il est marqué donc par ce discours de 1959 que vous évoquiez, et on voit que les Américains, tout compte fait, accompagnent cela. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont confrontés à un déficit budgétaire de plus en plus important. Ils sont pris dans la course aux armements, d'un autre côté, la course à l'espace, et donc que l'un de leurs alliés dise bah écoutez, nous on va sortir, on va assurer notre propre défense, tout compte fait, c'est pas quelque chose pour leur déplaire. Et donc ils vont accompagner ce mouvement sans qu'il n'y ait de heurts ou de tensions. Ça permet à De Gaulle, voilà, de faire un peu la gloriole, mais les Américains ne voient pas, tout compte fait, ça d'un mauvais œil. Alors, le 21 février 1966, lors d'une conférence de presse, le président de la République donc confirme ce qu'il avait annoncé plusieurs mois plus tôt: la France se retire du commandement intégré de l'OTAN
après 1969, on est 20 ans après le traité de traité de l'OTAN Washington. et le traité de Washington, et donc c'est l'expiration du traité en fait. Donc 20 ans après, il y avait une reconduction éventuelle à l'identique ou des modifications. Et bien tout compte fait, on va avoir les modifications. Alors je me permets de rebondir, hein, dans l'opinion publique, l'esprit de l'opinion publique. De Gaulle a fait quitter l'OTAN à la France. Non, De Gaulle Non, n'a pas fait quitter l'OTAN à la France. La France non, est restée membre de plein droit de l'OTAN. Elle a juste quitté le commandement intégré. C'est une nuance de taille. une nuance de taille, oui. On fait toujours partie de. Les États-Unis sont toujours dans des alliés. Alors, une alliance exigeante et parfois avec des tensions, mais il y a des différents intérêts géostratégiques évidents. Mais la France fait toujours partie de l'OTAN. Alors, le 1er avril 1967, c'est la date butoir théorique du départ des troupes alliées. En fait, la plupart des installations ont déjà été démantelées, évacuées, ce qui n'est pas sans conséquence. Sur l'emploi, sur la vie locale. Oui, ça a été une tragédie hein, localement. Dans des régions peu industrialisées comme Verdun ou Toul, où ça générait quand même pas mal d'activités, là, ça provoque une grave crise. Surtout qu'on est à la fin des années 60, début des années 70, c'est le moment où l'industrie atteint un plateau, et bientôt une désindustrialisation, la fermeture des mines, de la sidérurgie, etc. Et donc, c'est une mauvaise passe pour la Lorraine. C'est vraiment un moment charnière. Et là, on sent un tournant économique évident pour cette région qui était jusque-là très florissante. Un tournant économique, mais pas forcément culturel, puisque l'influence américaine, d'un point de vue culturel, va continuer à s'imposer et même à croître dans les années 70, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. Le soft power n'a pas besoin du hard power. Exactement, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Cédric Delaunay pour ce retour sur une période où les États-Unis disposaient de bases militaires en France et en Moselle. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce thème ainsi que bien d'autres encore dans le livre des grandes dates en Moselle de Jérôme Estrada de Tourniel, paru aux éditions Ici en Région et disponible dans toutes les maisons de la presse. Merci beaucoup Cédric. Merci. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.